Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 127. Les Giants viennent de perdre leur troisième match d'affilée, tout va bien. Au moins on est sûr, et on va en parler, mon cher Thiago, que Jones n'est définitivement pas la réponse à nos problèmes et ce n'est pas grâce à lui que l'on va réussir à gagner. Moi c'est Plax, je suis avec Thiago. Comment vas-tu Thiago ? Eh ben écoute, pour citer Beatmaker, avec qui je discutais en regardant le match, on n'attendait pas grand-chose et on est quand même déçus. Et c'est assez terrible parce que quand tu te dis qu'on n'était qu'à un touchdown alors pas de la victoire, d'égaliser, mais on est resté dans le match très très longtemps, quoi. Ouais, oui, finalement t'es déçu parce qu'on était dans le match jusqu'au bout et t'aurais été moins déçu si on s'était fait exploser peut-être. Alors on va pas parler du match dans son intégralité, mais globalement il y a eu une bataille de field goal pendant le premier mi-temps. Il y a eu 9-9 à la fin de la première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, malheureusement, on prend un TD sur un retour de punt où il y a eu pour moi une action qui était une faute. J'en discutais avec Victor. Pour lui, il n'y avait pas faute, mais bon, forcément. Voilà, c'est la règle qui dit si le joueur touche le pied d'appui alors que le pied de kick est encore en l'air, il y a faute. Pour moi, c'était le cas, mais bon, bref. À un moment donné, on est mené par 2 TD d'écart et puis Tyrone Tracy qui réduit l'écart. Et finalement, on a la balle puisqu'on récupère la balle en fin de match. On a moyen de revenir à égalité puisqu'on a 8 points d'écart. Et il se trouve que Jones fait d'abord un fumble, on récupère encore la balle, on remonte le terrain et Jones fait une interception dégueulasse. Donc voilà, ça scelle le match et on peut peut-être commencer par ça, mais c'est de nouveau, on voit que Daniel Jones ne sait pas être clutch au bon moment et on va encore et toujours le comparer à Eli Manning qui était capable de faire un match moisi, mais de faire le drive qu'il fallait en fin de match. C'est pas du tout le cas avec Jones. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est récurrent et qu'on dit à chaque fois, j'ai l'impression. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, si tu regardes son match jusqu'au fumble et surtout l'interception, le match n'est pas dégueulasse, parce que c'est 24 passes complétées sur 38, 264 yards, bon, pas de TD, deuxième semaine d'affilée qu'il n'y a pas de TD, on commence à avoir malheureusement l'habitude. Il est en prime time, il met pas de TD, Jones. De toute façon. Voilà, et comme tu dis, en fait, dans la même situation, avec un TD d'écart, tu mets ça entre les mains d'Eli Manning, tu te dis c'est bon, on peut le faire, c'est à notre portée. Et là, sur le fumble, Brian Daboll l'a dit en conférence de presse, Jones était censé en fait faire switcher Theo Johnson du côté de Watts, sauf qu'il était trop concentré sur la couverture et il a oublié de le faire. Et donc, il s'est pris un sack fumble recovery par Watts, par TJ Watts, qui nous fait louper une opportunité. Et l'interception, alors, on a eu de la chance puisque la défense nous a permis de récupérer le ballon. C'est pas de la chance, c'est là pour le coup en effet c'était pas le meilleur match défensif quand il pense, parce que je crois qu'on a quand même pas mal lâché de yards à la course, mais ça reste quand même un match où on a tenu les Steelers en check assez longtemps. Et quand en fait Jones remonte le terrain, son interception, quand tu regardes, il y a Theo Johnson qui est carrément démarqué. Il aurait pu même tenter Malik Neighbors, qui est un peu marqué, mais qui était en position d'avoir le ballon. En bref, il a juste envoyé une pizza complètement nulle et on s'est fait intercepter et c'était fini, quoi. Donc, on a l'impression qu'il panique, il envoie une balle 3 mètres au-dessus de Theo Johnson qui est tout seul. Il n'y a personne au-dessus, le défenseur il est 10 yards derrière et puis le ballon. C'est au-dessus du receveur au-dessus du running back qu'il envoie 3 mètres au-dessus. Ok, t'as 2 joueurs qui sont. Moi, j'ai revu l'image. Les gens ils partagent ça. T'as une image où t'as 2 joueurs des Giants, personne autour, et il l'envoie au-dessus très bêtement. C'était Malik Neighbors et je crois que c'est Singletary qui est dans la même zone et il l'envoie complètement au-dessus. Et en fait, vers la gauche, t'as Theo Johnson qui, lui, par contre, est démarqué de chez démarqué. Il marquait pas le TD, mais il aurait pu nous avoir quand même pas mal de yards et nous rapprocher. De la zone d'en-but, quoi. Mais une petite différence par rapport à ce qu'on a pu voir jusque-là, on sent un agacement de Brian Daboll qui commence à lâcher un peu. Oui, c'est de la faute de Jones. Là, ce que tu parlais de l'action d'avant où il n'a pas fait ce switch, Theo Johnson qui devait aider à la protection, il l'a pas fait, etc. On sent de moins en moins de retenue de la part de Daboll
pour dire les choses et dire bah oui, là c'est clairement la faute de Jones. Voilà. Bon, clairement c'est encore un match où si on a un QB qui est capable d'élever son niveau, on gagne ce match et il fait pas des erreurs grossières comme ce qu'a pu faire Jones sur ce match. En fait, le discours de Daboll est assez ambigu parce que dans la même conférence de presse, il dit aussi qu'il trouve que Jones a plutôt bien joué. Et si tu regardes les 3 premiers quart-temps, c'est pas forcément Jones qui fait qu'on est en retard. C'est le fait qu'on a des flags à tout va, c'est de se prendre un punt return alors qu'on a une défense qui tient plus tôt. C'est des choses comme ça. Donc, au final, le fait qu'on se retrouve à 8 points en fin de match derrière les Steelers, c'est pas tellement de la faute de Jones. Mais par contre, ce qui est de la faute de Jones, ce qui est sûr, c'est que au moment de remonter, il n'est pas capable de le faire. Et comme tu le dis, Daboll, alors qu'avant, il disait oui, il faudrait qu'on fasse des big plays, mais on n'y arrive pas, ou en fait, à demi-mot, tu sens qu'il parle de Jones. Là, il lui dit clairement, il dit oui, c'est ça. Là, il fallait. Alors, il dit Daniel est absolument meurtri par cette erreur. Il vous en parlera peut-être tout à l'heure, mais là maintenant, il a plus tellement de remords à le livrer en pâture aux médias new-yorkais. Ouais, à la presse. Et en fait, on se demande, parce qu'il faut le rappeler, la semaine dernière, après la défaite contre les Eagles, il a quand même dit Jones, c'est le joueur qui nous donne le plus de chances de gagner. Mais combien de temps ce discours va encore tenir, ça, c'est pas évident. Ouais. Sur ce match, il y a aussi une passe qui est, à mon avis, flagrante de ce qu'est réellement Daniel Jones. Et on voit rarement ce qu'on appelle des passes en anticipation. Alors, tu vas me dire si c'était bien ça, mais c'est des passes en anticipation. Donc, en fait, généralement, quand tu es quarterback, tu n'as pas besoin d'attendre que ton receveur soit démarqué pour lui lancer la balle. Tu sais quel tracé il va faire, tu sais ce que fait le défenseur. Et le jeu auquel je pense, c'est ce qu'on appelle une cover 2 de la part de la défense. Ça veut dire qu'on a deux, et c'est pas de la cover de man, c'est de la cover de zone. Donc, on a 4 ou 5 zones courtes, ça dépend, qui sont voilà, les zones courtes au niveau du terrain, et 2 zones longues. Donc, en fait, ça laisse un espace, un trou. En général, les trous, ils sont au milieu des 2 safety, ou alors entre les gens qui font la zone courte et les corners, souvent les corners d'ailleurs, après il peut y avoir des switches, mais c'est souvent les corners, et les safety qui font la zone longue. Et on a donc un tracé qui est parfait, puisque c'est un tracé fade ou go route, enfin peu importe, c'est un tracé long de Darius Slayton, qui contourne son défenseur et qui va se mettre dans la zone entre le safety et le corner. Et ce que fait Jones, en fait, c'est qu'il attend que Darius Slayton soit démarqué pour commencer à lui lancer la balle, ce qui laisse le temps au safety d'arriver et d'exploser. On appelle ça les fameuses hospital balls, parce qu'en plus, il lui lance très haut, comme ça. Donc, en général, moi, je me souviens quand je jouais au foot américain, et j'étais quarterback, et le coach me le disait, il les appelait les hospital balls. C'est pas un nom qui est nouveau, c'est un truc qui a toujours existé. Et il disait que quand ça arrive, essaye au moins de ne pas lancer la balle au-dessus du mec, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu as les bras levés? Tu as tes côtes qui sont complètement exposées, et les receveurs, ils n'ont pas de... Souvent, on voit, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les quarterbacks, on a l'impression qu'ils sont un peu gros, mais en fait, c'est parce qu'ils ont des protège-côtes qui sont assez imposants. Parce que quand tu lances la balle, tu as le bras levé, et tu as tes côtes potentiellement qui sont exposées, et si un mec vient te plaquer, ça peut faire mal. Donc là, tu as le receveur qui a les bras levés pour attraper la balle, donc il ne lance pas en anticipation. En plus, il lance mal une balle très haute. Ça pouvait nous permettre de gagner 15-20 yards. Au final, la balle n'est pas captée parce qu'il se fait complètement démonter par le safety. Donc ça, c'est un problème qui est récurrent chez lui aussi, c'est de ne pas savoir lancer en anticipation et de mettre la balle là où le receveur va être. Et ça, clairement, pour moi, dans les quarterbacks, j'allais dire modernes, mais je pense qu'en fait, ça existait de tout temps, de placer la balle comme ça. C'est indispensable de savoir faire ça. Et Jones ne sait pas le faire, clairement. Non, et puis en fait, c'est un problème qui, mine de rien, a été masqué longtemps, parce que, vu que Jones n'avait pas la possibilité, n'avait pas suffisamment de temps pour lancer, au final, soit il faisait des passes courtes, soit les quelques fois où il était bien protégé, il arrivait à faire des passes très longues, mais on ne lui demandait pas de faire des passes en anticipation. Mais c'est clairement une lacune de son jeu. On va dire que cette saison nous montre vraiment toutes les carences qu'il y a dans le jeu de... Enfin, je veux dire, il n'arrive pas à faire les switches parce qu'il est trop stressé. Il ne sait pas gérer bien la poche parce qu'il pense qu'il va se faire saquer. Et encore, je trouve que ça, on s'est amélioré depuis le premier match. Ouais, c'est... Je pense que la semaine prochaine, on a encore Daniel Jones qui joue. Pour moi,
Elle est quand notre bye week déjà? C'est après le match des Panthers, non? C'est une bonne question. La semaine prochaine, on a les Commanders. On va se faire exploser par les Commanders. Félicitations. Alors là, pour la première fois, j'étais toujours confiant quand on jouait les Commanders. Hein. Là, je me dis qu'on va se faire éclater. Non, là, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance contre personne. D'ailleurs, juste petite parenthèse sur les Commanders. Ouais, non, voilà, oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais juste une petite parenthèse, j'ai vu un tweet alors, tout à j'ai un inclus, je les adore, hein, pas de problème. Par contre, qui mettent un tweet en disant c'est la passe de l'année, machin, c'est la chatte de l'année, ouais, tu veux dire. C'est ok, il se démarque bien, il se fait pas saquer. Jadon Daniels, il envoie une Hail Mary dans la end zone, mais c'est pas ça. S'il est élu rookie de l'année, c'est pas grâce à cette passe-là qui est juste de la chatte. Non, hein, c'est pas grâce à cette passe-là, mais je suis d'accord avec le fait que ça pourrait être l'action de l'année, parce que c'est une Hail Mary et un match qui se gagne comme ça. Enfin, je veux dire, si on dit que c'est la chatte de l'année, enfin, je veux dire, le catch de David Tyree, c'est aussi la chatte du siècle. Hein. Mais c'est pas pareil qu'une. Il y a évidemment qu'il y a plein de chattes dans cette action, mec. C'est évident qu'il y a de la chatte, il n'y a aucun doute. Mais là, je veux dire, sur une Hail Mary, tu peux pas faire un schéma sur une Hail Mary en disant il va se passer exactement ça. Bon, le mec, il est derrière la balle. La Hail Mary, tu cherches à faire plusieurs choses. Et toi, tu as dû faire ça quand tu jouais QB. C'est soit tu essaies de provoquer une interférence pour avoir le ballon proche de l'end zone, soit tu demandes à tes joueurs en fait, de dévier le ballon vers les zones pour qu'un autre receveur puisse la récupérer au rebond. Ou alors, dans le troisième des cas, c'est que tu arrives à choper le ballon directement à la Hakeem Nicks contre les Packers. Ouais. Mais ça relève d'une grande dose de chance quand même, ce genre d'action. Tu ne peux pas y arriver. Hail Mary, c'est Ave Maria, hein, c'est exactement ça. Ouais, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu l'image, mais du cornerback. Le cornerback qui se moque des supporters, machin, et qui finalement c'est lui qui les dévie dans les. Ouais, c'est bien fait pour sa gueule, franchement. Ah oui, tu as raison, c'est bien après les Panthers, hein, la bye week. Ok, en fait, tu vois, je ne serais pas étonné que Daniel Jones reste en poste jusqu'à la bye week et que s'il n'y a pas eu d'amélioration, que du coup, Daboll dise maintenant, on va essayer avec Drew Lock et Tommy DeVito. Oui, surtout si on perd contre les Panthers. J'ai pas d'espoir contre les Commanders, donc on va être à 2-7 visiblement. On devrait être à 3-7 à la bye week, mais si jamais on est à 2-8 et qu'on a perdu contre les Panthers et que Jones n'a pas su faire un match correct, là, à mon avis, c'est finito, comme diraient certains. Il n'y a plus de Daniel Jones qui tiennent. En tout cas, les arguments pour le maintenir en poste, hein, il y en a eu pendant longtemps. Il a fait des choses. On revient toujours sur cette fameuse saison 2022, mais là, on arrive au bout du bout. Et d'ailleurs, ça colle avec l'article de Nitti sur le blog qui disait que c'est terminé pour lui. Hein. Et une chose qu'on n'a pas signalée, parce que forcément, les gens vont se poser la question de est-ce que Brian Daboll et Joe Schoen vont rester en poste. Depuis le match des Eagles, il y a John Mara qui a quand même dit qu'il n'y aurait pas de changement au niveau des coachs en cours d'année et ni pour l'année prochaine. Il n'a rien dit par rapport à Daniel Jones, alors que Mara a toujours été un grand défenseur de Daniel Jones, donc ce qui laisse penser que maintenant il commence à changer d'avis. Donc on ne s'attend pas à ce que Daboll saute en cours de saison, mais il faut se rappeler que Ben McAdoo et Joe Judge se sont fait virer quelques semaines après que John Mara ait dit non, on va les garder. Bon, il y a eu à chaque fois des raisons. Ben McAdoo, il avait benché Eli Manning, mais bon, ça avait été validé par Mara, donc voilà, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Et Joe Judge, il y avait eu cette fameuse conférence de presse où après une défaite, il avait fait un monologue de 11 minutes qui était un peu gênant. Et Mara, c'est pas possible, quoi. C'est qui Stockard, enfin bon, bref. Non, parce que et surtout, alors à part le match des Eagles, qui vraiment là, je le répète, pour moi c'était un des pires matchs depuis bien des années, voire presque de toute ma carrière de supporter, si on peut appeler ça une carrière de supporter. Mais là sur ce match, on n'a pas non plus été ridicule. Il y a eu des bonnes choses et quand on regarde, on regarde les stats générales du match. On est à 394 yards gagnés en attaque contre 426 pour eux, donc ça se maintient. On a la balle. C'est assez égal. Depuis 30 minutes, oui, le match a été assez égal. Et il y a quand même des bonnes choses. Et je suis en train de regarder les stats, et je sais que tu as plutôt apprécié. Tyrone Tracy Jr., 145 yards sur 20 portées avec un TD, dont une course de 45 yards où il marque le TD. Et d'ailleurs, j'ai retweeté, et je trouve très pertinent, je ne sais plus comment il s'appelle, la personne qui dit ça, mais il dit...
c'est le même effet qu'avec avec Saquon Barkley, c'est-à-dire un joueur qui va te faire un super match et gagner beaucoup de yards, sauf que c'est un 5e tour et que tu le payes beaucoup moins et que ça te coûte beaucoup moins cher. Et oui, au final, on ne gagne pas le match, mais ça te coûte beaucoup moins cher. Donc, tu peux mettre ton argent ailleurs. Donc, moi, je continue de dire que tu n'as qu'avoir lâché Saquon Barkley, c'était la bonne performance. Mais Tyrone Tracy, c'est une putain de bonne surprise et on voit d'autres joueurs parce que, et on en reparlera, il est trop tôt pour parler de cette draft, mais plus ça va, et on en parlait dans le Discord. Je rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas le lien, n'hésitez pas à me demander en MP, je pourrais vous le donner. Pour moi, cette draft, elle est incroyable pour l'instant, et on voit Theo Johnson qui commence vraiment à s'imposer, qui fait un super catch à un moment donné dans le match. Enfin voilà, il marque un TD qui est refusé. Sur ce match-là, ah oui, je l'ai pas vu ça. Oui, Theo Johnson, c'est en première mi-temps, marque un TD qui est annulé par les arbitres pour illegal formation. Alors, je ne sais plus si c'est illegal formation ou illegal shift. Et en fait, les commentateurs ont commencé à dire non, mais il y a un truc qui est pas correct. Ça a été bien fait, etc. C'est par rapport à Malik Neighbors qui bouge. Et puis après, ils ont leur spécialiste arbitrage qui a dit non, la décision est bien correcte. Elle est sévère, mais elle est correcte dans le sens où en fait, Malik Neighbors, quand il se met en place, ne s'arrête pas une seconde et repart tout de suite de l'autre côté. Alors il aurait dû s'arrêter une seconde, repartir de l'autre côté, et là, il aurait pu avoir le snap. Et ça me permet peut-être de faire une transition, parce que d'habitude, j'aime pas critiquer l'arbitrage, mais en ce moment, je vois tellement de bourdes d'arbitrage, même en dehors des Giants. On a vu ce joueur des Vikings qui se fait arracher la tête et l'arbitre qui dit rien. Enfin, bref, tout ça pour dire que... Non, c'est les Rams. Non, c'est les Vikings. C'est les Vikings. Ah, pardon. Tout ça pour dire qu'en fait, la décision, elle est ultra sévère contre les Giants. Bon, ok, très bien. Sauf qu'en fait, ce qu'on a vu sur ce match, c'est un arbitrage complètement irrégulier où on ne flague pas un defensive holding manifeste sur Malik Neighbors parce que voilà, ce serait trop sévère. Et par contre, on ne flague pas un roughing de kicker. On ne flague pas le receveur des Steelers qui, pour une raison qu'on ne comprend pas, saute sur la mêlée alors que le joueur est plaqué. Et par contre, pour les Giants, la moindre petite erreur, elle est flaguée systématiquement. Et là, tu veux dire, en fait, on est sur un arbitrage asymétrique et tu peux pas jouer dans des conditions comme ça. C'est juste pas possible, quoi. Ouais, et c'est ce qui fait la différence, parce que comme tu l'as dit, les stats sont assez équivalentes. Par contre, ce qui est assez manifeste, c'est 11 pénalités pour 65 yards pour les Giants, 5 pénalités et 50 yards. Bon, c'est pas tellement en termes de yards que c'est important, mais c'est plus en termes de pénalités, surtout les pénalités qui t'annulent des TD. Ça fait toute la différence. Ouais, effectivement, et je discutais encore, et tout le monde dit, enfin surtout ceux qui sont pas supporters Giants, que ça se joue pas sur ça, machin, etc. Oui, mais ça se joue pas sur une ou deux décisions. Alors tu peux avoir des décisions qui te changent un match et qui changent tout quand même. Mais bon, sur ce roughing de kicker, il marque derrière et il marque des points. Et si l'arbitre, il peut très bien siffler faute là-dessus, ce serait pas un scandale du tout. Et on prend un TD en moins et le match est plus le même. Je suis désolé, mais ça change quand même beaucoup de choses. Ça joue pas sur tout le match et on doit gagner ce match. Le seul problème, pour moi, il y a deux problèmes. C'est que on n'est pas une bonne équipe. On n'est pas loin d'être une équipe ok, mais malheureusement, voilà, on joue sur un fil et donc la moindre décision peut nous coûte très cher en fait, puisque on sait bien qu'on va pas gagner de 25 points à nos matchs. Donc malheureusement, ça coûte très cher. Et la deuxième chose, j'ai oublié, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, si. Et vu qu'on n'est pas une bonne équipe, souvent, et on le voit avec les Chiefs en fait. Je m'en fous des Chiefs, j'ai rien contre eux, mais on voit beaucoup de décisions qui vont en leur faveur quand même. Parce que tu es une bonne équipe. Et ça se voit aussi au soccer, où le Real Madrid, pendant des années, ils ont eu des calls en leur faveur ou des trucs mais complètement insane, où tu dis mais c'est pas possible de siffler ça. Et parce que c'est le Real Madrid, ils ont droit à un arbitrage qui est peut-être même pas... En fait, peut-être que l'arbitre, il fait même pas exprès, en fait, tu vois. C'est peut-être que dans sa tête, c'est pas volontaire de faire ça, mais c'est forcément impactant. Et le fait qu'on soit pas très bon, on se retrouve à ne pas avoir ces décisions qui parfois sont favorables. Ouais. Donc voilà, bon, bref. Tu parlais de Malik Neighbors, juste si on regarde un peu les stats des receveurs. Donc Darius Slayton, 4 réceptions, 108 yards. Là, on a eu un peu d'explosive plays. Enfin, Malik Neighbors, seulement 7 réceptions, c'est pas mal, 71 yards. Il n'a pas eu pour l'instant l'impact qu'il a eu sur les premiers matchs. Et malheureusement, encore au moins un fumble, peut-être même 2 sur ce match-là. Voilà, il n'a pas l'impact qu'il a eu. Un drop, excuse-moi. Ouais, c'est bien ce qu'il me disait, parce qu'il n'a pas fait. Mais en effet, il fait un.
Alors, je me rappelle du drop sur la 3e tentative en fin de match. Par contre, le deuxième drop, je t'avoue qu'il m'échappe. Non, c'est peut-être que celui-là que j'ai en tête alors du coup. Mais voilà, donc Wendell Robinson, 5 réceptions, 30 yards. Theo Johnson, 3 réceptions, 35 yards. Il commence à être de plus en plus impliqué, Theo Johnson. 3 réceptions sur 4 passes, tu vois, c'est pas mal. Je pense qu'il commence vraiment à prendre confiance et ça peut devenir un joueur intéressant. Donc il y a quand même eu des bonnes choses en attaque. Mais voilà, des ratés de Jones qui permettent pas de gagner ce match malheureusement. Bon, Malik Neighbors, c'est vrai qu'on aimerait bien le voir faire plus de matchs à 100 yards. Écoute, ça viendra. Ça viendra. viendra. On aimerait surtout le voir mettre des TD, mais et il était pas loin. Hein. Ça se joue à un talon. Hein. Il met un pied qui est un tout petit peu en dehors des limites de terrain. Le fameux defensive holding, qui, encore une fois, je le dis, hein, si ça n'est pas flagué, c'est pas non plus horrible. Mais dans ce cas-là, il faut que tu sois laxiste surtout. Et en fait, là, c'était un gros gain de facilement 15-20 yards. Donc oui, il n'en est vraiment pas loin. Voilà sur l'attaque. Est-ce qu'on passe à la défense Si on passe à la défense, il y a quelques points importants. Le premier que j'aimerais évoquer avec toi, c'est le fait que ça remonte à plusieurs semaines. Il y a eu plusieurs histoires. Je vais évidemment parler de Deonte Banks, qui a eu des moments où il va pas au plaquage, où il y va un peu reculon, il n'a pas trop envie de se sacrifier, etc. Et en fait, là, c'est pas passé. Alors, c'était peut-être moins flagrant, le manque d'effort sur certaines actions. Mais cette fois-ci, c'est pas passé. On avait eu Dexter Lawrence qui avait dit ça n'arrivera plus. On en a discuté en interne, ça n'arrivera plus. Et clairement, là, il y a eu en tout cas des efforts insuffisants. Et donc, Deonte Banks, qui est quand même un premier tour de draft il y a 2 ans, se fait bencher. Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton avis, toi, sur cette décision? Je pense qu'il était temps que les Giants sévissent. D'ailleurs, ça m'étonne même qu'après ce qui soit passé contre les Eagles, ils ne soient pas benchés en début de match, qu'on ne mette pas quelqu'un en titulaire. Il semblerait que l'action qui les fait bencher soit le TD, le non-TD des Steelers. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Banks... Non, c'est pas Banks qui pousse le joueur dehors, mais en gros... je crois, c'est lui. Hein. Si, c'est lui. Ah oui. En tout cas, le receveur attrape le ballon, ne met qu'un pied à terre, et puis Banks le pousse dehors, donc il n'a pas le temps de mettre le deuxième pied à terre, le TD est annulé. Donc, quelque part, play positif de Banks. Mais apparemment, ce qui a déplu au coach, c'est que Banks ne cherche pas à déloger le ballon des mains, qui aurait dû être la première chose qu'il fasse, parce que ça se joue quand même à 2 cm. Hein. À 2 cm plus bas, il y a TD. Si le pied il touche le sol, c'est bon. Il y a eu tellement d'exemples de Deonte Banks qui en fait ne se donnent pas à 100%, et Dexter Lawrence l'a dit, il a dit on en a parlé en équipe, ça n'arrivera plus, surtout quand tu as Dexter Lawrence qui parle. Enfin, là, c'est le mec déjà, il est patron tout le monde dans la ligue, donc lui, il a un peu de légitimité à dire non mais bougez-vous le cul, quoi, parce que c'est comme ça qu'il faut jouer. Et donc, il était temps que les coachs sévissent se disent écoute, tu vas pas te donner à fond, on va foutre quelqu'un qui a envie de se donner à fond, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est bien. Est-ce que ça va le faire réagir? Je ne sais pas. Daboll a dit en conférence de presse, il va rebondir, donc espérons-le. Mais voilà, on en a déjà parlé, hein, ce genre de comportement un peu désabusé des cornerbacks qui se sentent au-dessus de la mêlée, au-dessus de tout, et qui sont pas du tout irréprochables pendant les matchs. On en a vu passer quelques-uns, et à chaque fois, ça me fait penser à DeAndre Baker, qui était encore bien pire, évidemment. Mais c'est dommage, parce que c'est un joueur quand même qui a un potentiel incroyable, Deonte Banks, et le voir bencher comme ça, espérons que ça va lui faire ce petit déclic et qu'il va pouvoir passer à un niveau supérieur. En tout cas, sur cette défense, bon, on a encaissé des yards, évidemment, on a aussi mis des yards, c'est normal, de toute façon, une défense, ça n'est jamais parfait, hein. Tu peux pas avoir une défense qui n'encaisse pas de yards, donc c'est normal. On a fait 4 sacs sur ce match-là, donc on continue à avoir quand même une efficacité sur la pression qu'on peut mettre sur le quarterback adverse. Bobby Okereke fait un demi-sac avec Micah McFadden. On a Aziz Ojulari, encore 2 sacs qui, pendant l'absence de Thibodeau, est vraiment impactant. Alors, il n'est pas aussi bon de manière générale, c'est-à-dire que sur notamment les contains et la défense contre la course, il n'est sûrement pas aussi bon que Thibodeau. Par contre, en termes de sacs, il est impactant. Notre ami Ojulari, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est énorme.
En peu de temps, c'est ça qui est impressionnant aussi. Ouais, en vraiment peu de temps, avec moins de snaps, parce que si tu penses à tous les matchs où Thibodeau était là, ça veut dire que ce sont des matchs où Ojulari n'est pas tout le temps sur le terrain. Alors après, ça veut aussi dire qu'il est plus frais parce qu'il est moins sur le terrain. Mais on n'a pas vu tellement une perte de pression depuis que Thibodeau est blessé, ce qui est une bonne chose. Parce qu'en fait, tu vois, on s'attend à ce que un joueur comme lui puisse avoir de la production si un Dexter Lawrence est double teamé et si Brian Burns aussi est contre des bloqueurs qui sont meilleurs. Enfin voilà, les opportunités, elles sont là pour Aziz Ojulari. Alors je me demande du coup si tout ça va jouer en faveur des Giants qui pourraient essayer de le refiler à une équipe pour un haut tour de draft. Pas super haut, hein, mais tu vois, si déjà on obtenait je rêve peut-être en me disant un 3e conditionnel ou 4e, ce serait pas mal, quoi. Ouais, mais moi, franchement, j'ai pas envie de le lâcher, en fait, parce que enfin, je sais pas quoi en penser, mais il a été beaucoup blessé, c'est ça qui le pénalise. Maintenant, oui, t'es pas sûr qu'il refasse la même saison l'année prochaine. Hein. Non, bien sûr, mais rappelle-toi des Giants enfin, de nos Super Bowls, hein, on n'avait pas seulement 2 joueurs capables d'aller saquer le quarterback, on avait plus que ça, et ça fait partie. Tu as besoin de joueurs de rotation aussi efficaces que lui. Malheureusement, là, si tu enlèves Ojulari, derrière, c'est quand même beaucoup plus faible. Alors, je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie de s'en débarrasser, quoi. De ce côté-là, en fait, tu as tout à fait raison, mais en fait, à partir du moment où on commence à envoyer nos joueurs à droite à gauche avant la trade deadline, là, qui est donc début novembre, donc d'ici quelques jours, ça va se passer cette semaine, ça veut dire que clairement, on a enterré la saison et du coup, qu'on devra récupérer un autre pass rusher pour jouer les seconds couteaux derrière Burns et Thibodeau pendant l'intersaison. Mais pour te donner une idée, Ojulari, il est free agent à la fin de la saison. Là. Ouais, d'accord. Ouais, donc, c'est peut-être le seul moyen que les Giants ont de récupérer une bonne compensation. Ouais. Ça en fait un client. Non, mais tu as raison, ça peut avoir du sens, effectivement. J'avais pas en tête, je pensais qu'il lui restait une saison. Si effectivement il est free agent, c'est un problème, parce que c'est un 2e tour, donc il peut même pas avoir sa 5e année conditionnelle qu'on peut lui signer. Donc effectivement, tu as ce problème-là. Il fait aussi 2 QB hits, et puis on n'a pas parlé de Brian Burns, mais qui fait un sac, un plaquage pour perte, 3 QB hits. Donc, qui a aussi été très en vue, Brian Burns. De toute façon, il est au niveau depuis qu'il est chez nous, donc là, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette défense. Elle a quand même encaissé. On n'a toujours pas fait d'interception, à part au premier match, une interception châteuse. On n'a toujours pas intercepté, quoi. Ça, c'est par contre un problème sur cette défense. On provoque des fumbles, ce qui est bien, mais on ne sait pas intercepter. C'est ce que j'allais dire, c'est que tu as parlé d'Okereke, mais tu n'as pas parlé du fait que c'est lui qui provoque le fumble. J'ai parlé d'Okereke. Ah oui, j'ai dit qu'il allait faire un demi-sac. Effectivement, oui, il provoque un fumble aussi, tu as raison. Très, très belle action. Enfin, le joueur se fait prendre en sandwich entre McFadden et Okereke, mais c'est bien Okereke qui tape dans le ballon, qui le récupère. On est clairement sur une défense qui n'est pas là pour provoquer des turnovers, contrairement à la défense Martindale, dont l'objectif c'était de mettre de la pression et provoquer des turnovers. Soit, c'est moins sexy, mais globalement ça marche. Ouais, globalement ça marche. On a encore tenu pendant un bon moment les Steelers à peu de points. Hein. Donc c'est vrai qu'on a encaissé beaucoup de yards dans le premier mi-temps. Ils se sont retrouvés beaucoup de fois en zone rouge et ils n'ont pas réussi à marquer, ce qui était le cas aussi pour nous. Hein. On a beaucoup drivé et peu punté en première mi-temps et on n'a pas réussi à marquer. Bon voilà, nous c'est juste que c'est à tous les matchs la même histoire, donc ça c'est un peu dommage. Sauf contre les Eagles où on drivait même pas, donc là c'était encore pire. Bon voilà, je sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux rajouter sur ce match. C'est la conclusion, c'est qu'on avait un match qui était à notre portée contre une équipe qui est pas des manchots. Hein, ils sont à 6 victoires de défaite, hein, les Steelers, donc on s'est pas pris une branlée absolue par une équipe où on n'attendait pas grand chose et qui a priori au-dessus de nous. Et de toute façon, il l'a encore dit, Dexter Lawrence. Pour Dexter Lawrence, dans sa tête, l'équipe est meilleure que celle de 2022. Celle, je rappelle, qui a été en play-off et qui a gagné un match de play-off. Donc pour lui, mais je pense aussi qu'il a raison. C'est ça qui est le pire. Mais rappelons-nous que ces matchs de 2022,
on les gagnait de justesse. Et cette année, on en perd beaucoup de justesse. Donc, on est du mauvais côté de ce 50-50 là. Ouais. Mais globalement, on a une équipe qui est quand même compétitive, à part ce match contre les Eagles qui était absolument catastrophique. Et on en revient à notre point de départ de cet épisode, c'est Daniel Jones qui en fait devrait en fait être en train de tirer tout le monde vers le haut parce que c'est le quarterback, mais la réalité c'est qu'il n'est pas à la hauteur. Même si sur le match, dans sa globalité, il n'est pas horrible, il ne les tire pas vers le haut quand ça compte. Mais en effet, tu regardes l'effectif dans sa globalité, la ligne offensive s'est améliorée, on a un pass rush de malade, on a des super DB, de jeunes DB en plus qui font des belles choses. J'ai déjà parlé des receveurs, on a des running backs. En fait, c'est marrant, après des saisons à dire non, mais en fait, il faut améliorer l'équipe de Jones autour de Jones pour qu'on puisse enfin le voir. Maintenant, on est en train de dire bon, maintenant, en fait, il nous manque un QB. Ouais. Non, mais là, c'est clair. Bah oui, le fait qu'on ait une équipe meilleure, mais que ça se passe pas mieux, en fait, là, pour le coup, met bien en avant le problème de Jones. Là où c'est vrai qu'il n'était pas aidé pendant longtemps. Les receveurs faisaient beaucoup de drops, etc. Bon, là, cette année, je sais pas. Et puis, je commence vraiment, et on en a déjà parlé, mais du mental de Jones qui avait peur de se faire saquer, etc. Là, en fait, je me demande est-ce qu'il a envie d'être là, quoi. Est-ce qu'il a envie de jouer au foot américain tout court? Parce que oui, il s'est énervé sur une deuxième. On n'a pas parlé de cette action. Elle était nulle. Un jeu très bizarre, très bizarre. Ouais. Et personne ne savait ce qui se passait. Je comprends même pas pourquoi est-ce que Daboll a voulu tenter ça. Mais ils se sont chiés, je sais pas, il y a eu un problème, bref. Mais oui, je commence à remettre en doute cette volonté de Jones. J'ai l'impression qu'il a un peu baissé les bras. Bref. De toute façon, plus les semaines passent, plus il est clair et évident qu'on va au moins drafter un quarterback. Peut-être autrement aller chercher. C'est que le prochain quarterback aura une bonne équipe autour de lui. Non, mais ça, c'est bien. Ça, c'est vrai que c'est... Bon, bonne, je sais pas. En tout cas, une équipe correcte. Il ne va pas se retrouver avec une équipe pourrie comme Jones a eu ses premières années. Ça, c'est évident. Et on en parlera, puisque tu le disais. Donc là, si je fais le bilan, on a Commanders, après on a Panthers en Allemagne, et après on a bye week. Pendant la bye week, on en profitera pour commencer à se tourner un peu vers la prochaine draft et réfléchir à tout ça. On aura le temps de discuter de ça pendant cette bye week. Juste pour finir sur ça, tu l'as plus ou moins dit, mais ton prono contre les Commanders, on se prend une branlée, c'est ça? En fait, on est sur un match de division, donc les matchs de division, c'est toujours un peu spécial, il y a un peu plus de motivation. C'est difficile à dire parce qu'on les a quand même... En fait, les Commanders des 2 premières semaines ne ressemblent pas aux Commanders d'aujourd'hui. Les Commanders d'aujourd'hui, ils ont la confiance, ils roulent sur tout le monde, c'est une des meilleures attaques de la ligue. Alors là, contre les Bears, ils leur auront pas roulé dessus, ça s'est joué à la dernière seconde. Non, ils ont fait que 18 points en effet, mais... Il a vraiment marché sur l'eau, Jayden Daniels, pendant ses premiers matchs où il était à plus de 80% de passes complétées, etc. Bon, ça s'est un peu stabilisé. Il y a aussi plus de films sur lui, donc c'est plus facile pour les défenses de s'adapter, tant mieux. Maintenant, c'est vrai que c'est un super QB capable de courir, d'éviter les sacs. On l'a vu, on a joué une fois contre lui, donc on le sait. Je ne m'attends pas à une victoire parce que voilà, mais je ne m'attends pas à un 40-0. J'espère pas, ce serait bien. Ça se jouera à un TD, voire 10 points d'écart. Très bien. Eh ben, écoute, moi, j'en ai aucune idée. C'est trop dur d'anticiper ce match. Je sais pas. Je pense pas qu'il y aura 40-0, mais c'est pas à exclure non plus qu'on se prenne beaucoup de points et qu'on galère. Ça me semble pas improbable non plus. Voilà. Bon, on verra bien. Merci Thiergo pour cet épisode. On fera le bilan après ce match contre les Commanders. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. À plus tout le monde. Salut. Salut.